Alors, Julien Faugeras, donc hier j'ai reçu une patiente qui avait vu son psychiatre juste avant de venir. Donc elle est venue pour sa deuxième séance parce qu'elle souffre de dépression. Et elle dit que son psychiatre lui a dit, littéralement, que la psychothérapie ne sert à rien. Qu'il n'y a que les médicaments qui peuvent résoudre son problème. Et il lui a dit, dans la vie, il y a deux styles de personnes, les personnes normales et les personnes dépressives. Alors, avec cet exemple-là, et ce que vous avez écrit, et notamment le livre du professeur Even, Crédulité et corruption en médecine, il me semble que la médecine actuellement est corrompue par les croyances des médecins, dans le sens que Freud a mis en évidence cette névrose qui fait que des personnes d'une très grande intelligence peuvent avoir en parallèle des très grandes croyances. Et donc ma question est simple. Si en psychanalyse, on est obligé, les psychanalystes sont obligés de faire leur propre psychanalyse pour pouvoir exercer, ne faut-il pas également, mais pas au sens d'un devoir moral, mais plutôt d'un devoir éthique, ne faut-il pas également que les médecins fassent leur psychanalyse pour pouvoir exercer? Alors d'abord, vous avez parlé du mot « croire ». Les mots ont d'autant plus de force et ils ont d'autant plus de sens qu'ils prêtent à contresens. Croire, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, monsieur Intel, je crois qu'il est là-bas. J'en suis pas sûr. Mais je crois en Dieu, j'en suis sûr. Donc vous voyez, ces mots, quand vous dites, quand vous les utilisez, faites attention. Parce qu'ils ont quelquefois des sens différents, mais c'est ça qui donne leur force. Et ceux qui utilisent ces mots peuvent voir leur pensée trahie, parce que ceux qui les reçoivent n'ont pas peut-être les mêmes sens que ceux qui les utilisent. Oui, moi je ne dirais pas que les médecins doivent faire de la psychanalyse. Mais en tous les cas, appelez ça comme vous voulez, je suis extrêmement surpris de voir, mais est-ce notre faute? Oui, bien sûr, puisque je suis enseignant. De voir qu'on n'a pas appris aux médecins le contact humain. Alors peut-être que c'est ça, votre psychanalyse, mais ils ne savent pas comment aborder la maladie, ils ne savent évidemment pas comment aborder la mort. Et on a des médecins qui se renferment de plus en plus, qui sont de plus en plus techniciens. Et ça a deux conséquences. D'abord, la multiplication des actes. Je vais vous donner un exemple récent. Mon fils, 42 ans, se casse la gueule en moto, bien entendu. Troisième fois, j'ai déjà recousu 2 fois. Et il se fait mal au genou, place de la Concorde. Il a, bon, très bien, je le mène voir un de mes collègues qui lui dit on va faire une radio. Il ne l'interroge pas. Faire une radio, puis après on fait un scanner, puis après on fait une IRM, et on l'envoie voir quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est que ces examens? On pouvait commencer simplement par l'IRM, on n'avait pas besoin de faire 2 examens auparavant qui coûtent horriblement cher. Et puis on peut peut-être avoir un contact avec le patient. Et c'est ça que l'on voit de plus en plus. Et les médecins devraient avoir une formation de vie en société, de contact avec les patients. Comment l'aborder? Voilà. Vous pensez que ça c'est possible de mettre ça en place? Ben, il faudrait le mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'il doit le faire? Et ça ne veut pas être uniquement des psychiatres, pardonnez-moi, des psychologues, parce que quelquefois, vous êtes très ésotérique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous utilisez des mots qu'on ne comprend pas. Nous, les simples chirurgiens qui sont des manuels. Oui, par exemple, si vous voyez derrière vous cette cartographie de la clinique avec le malade, le patient et le psychanalysant, à l'usage des médecins, psychistes et psychanalystes en institution et en ville. J'ai traduit. Ça a été créé en 1993, à peu près, parce que les internistes me disaient « tu parles, on ne comprend pas ce que tu dis ». Et donc j'ai pris une feuille A4 et j'avais mis en place ça. Quand vous opérez, on ne veut pas savoir votre geste, on veut que l'opération puisse être réussie. Et bien la même chose peut être utilisée pour nous.
le patient ou le psychanalysant n'a pas à savoir ce que nous faisons. Nous devons savoir. Oui, mais ce que nous attendons, c'est le résultat favorable. Mais je suis d'accord, il est tout à fait nécessaire que les médecins puissent avoir des contacts et que dans les services hospitaliers, il y ait des psychologues pour pouvoir justement aller plus profondément dans l'inconscient du malade. La question, c'est exactement ça, c'est que les psychologues ne sont pas, ils n'ont pas la bouteille pour ce que vous demandez là. Et c'est pour cette raison que c'est important de former le psychologue, s'il souhaite, bien entendu, c'est pas une obligation, le psychologue, le médecin, le psychiatre, à la psychanalyse. Et ça passe par une psychanalyse personnelle. Ce n'est pas une obligation, mais il y a cette possibilité. Ça, c'est une voie. L'autre voie, c'est exactement de mettre en place la clinique de partenariat. Mais bien sûr. C'est-à-dire, excusez-moi, juste un petit instant et je passe la parole. Donc, c'est faire en sorte que le médecin et le psychanalyste puissent se rencontrer pour faire en sorte que le patient puisse construire une voie possible pour sa vie. C'est ça. Oui. Là, il m'en bouche un coin. C'est vrai que dans mon service hospitalier, il y avait deux choses qui étaient très importantes. Trois. La première, c'est la présence d'un psychologue obligatoire pour voir, écouter les patients. Et c'est vrai qu'il y avait des réunions périodiques, hebdomadaires, pour qu'on fasse, qu'on voit et qu'on écoute le psychologue en disant vous allez opérer un tel, voilà comment il est. Voilà ce qu'il attend. Vous savez, chez nous, il y a beaucoup de malades qui ont un cancer du rein, ils attendent quoi? Qu'on les guérisse. Mais il y a aussi, en neurologie, beaucoup de psychologie, c'est-à-dire les cystites à répétition, qui sont extrêmement psychologiques, qui sont les algies pubiennes. Et c'était tous les jours, j'ai des douleurs, etc., les algies dans des rapports, etc. Puisque je vous rappelle que l'urologie, c'est l'urologie urine, mais c'est aussi l'appareil génital homme, les incontinences chez les femmes, et donc nous avions à discuter avec nos patients, et l'apport du psychologue, mais je dirais, il faisait, alors pardonnez-moi d'utiliser des termes un peu vulgaires, il faisait sa cuisine, en dehors du médecin, du chirurgien, et après, il venait nous rendre compte en disant fais attention parce que telle personne a telle attente, tel problème, etc. Et il était toujours important ou nécessaire qu'on l'écoute. Deuxième chose, c'est le personnel médical. Et donc j'avais institué tous les vendredis et tous les lundis pour les infirmières, les infirmiers, les médecins, les aides-soignants, j'avais institué du shiatsu. Toutes les semaines, celles ou ceux qui le voulaient, dans le service, il y avait deux chambres qui étaient réservées pour du shiatsu, et donc il y avait les infirmières, les infirmiers qui faisaient du shiatsu. Parce que je considérais que la prise en charge, l'aide, peu importe ce qu'on dit, permettait d'être mieux. Nous on dit mieux dans ses baskets, vous diriez autre chose, je ne sais pas quoi. Oui, ça va, ça va. Ses baskets, oui, c'est très bien. Et vous savez, à un moment donné, être dans la vie, n'est-ce pas, chausser le basket gauche avec le pied droit, c'est très très compliqué. Il y a des gens qui existent comme ça, et parfois vivent même de cette manière. Donc, votre... Et le lundi, nous faisions des massages ayurvédiques. Volontaires, hein. Ceux ou celles qui le voulaient. Et évidemment, c'était très critiqué par l'assistance publique. Il dit qu'est-ce que vous faites, etc. Oui, vous imaginez l'administration de l'assistance publique confrontée à ce genre de stupidité. Mais il n'empêche qu'il y avait une ambiance dans l'hôpital, dans le service, pardon, extraordinaire. Et troisième chose, un service était particulier parce qu'on allait faire des missions humanitaires. Nous partions à 30, 40, avec quelquefois un autre service digestif ou service de gynéco-obstétrique, on était même quelquefois 50, on est parti en Afrique. On partait avec un avion, des tonnes de médicaments, et on restait 8 jours.
On est parti au Pakistan, on est parti en Afghanistan. Au Pakistan, on était moins nombreux parce que c'était la guerre. Au Pakistan, on avait un hôpital, après ça fait Rabat. En Chine, où je continue à aller, on a créé des services hospitaliers. Et là, on avait quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'était le ou les services, où on opérait comme des fous, mais vraiment beaucoup, mais on avait toujours 2 jours de convivialité. C'est-à-dire qu'en Afrique, on allait faire du bateau, faire de la pêche au gros, faire de la pêche au machin, rien du tout, ça c'est pas grave. Ou alors poursuivre des animaux pour les voir. On avait 2 jours de convivialité. Je peux vous garantir, vis-à-vis des patients, des psychiatres, des psychologues, vis-à-vis du personnel de massage, et puis la réunion du service, c'était absolument extraordinaire. Moi j'étais content, pourquoi? Parce que les infirmiers, les infirmières, les médecins venaient le sourire aux lèvres tous les matins. Et pour moi, c'est la meilleure façon de travailler. Et nous avions une queue incroyable d'infirmières, d'infirmiers qui demandaient à être dans le service pour pouvoir justement faire partie de cette famille. Merci.